Dans un sondage que vous pourrez lire demain dans l'Opinion, c'est un sondage qu'on a repris d'une étude d'Oliver Wyman. Quand on demande aux chefs d'entreprise quel est le principal risque pour eux, en France, 70% des dirigeants répondent c'est d'être en retard et de se faire distancier par la concurrence. Un des éléments clés de l'IA, c'est bien évidemment son application dans les entreprises. C'est le sujet de notre troisième table ronde. Les entreprises européennes sont-elles prêtes à adopter l'IA dans leur quotidien? Et j'appelle pour cette table ronde André Brunetière, qui est Chief Product and Innovation Officer pour Cegid, Guillaume Leboucher, Chief Data Officer chez DocaPost, et Guillaume Dedon, CDO à Somfy. Et la table ronde est animée par David Lacomblède, qui est le président de la Villa Numéris, un partenaire. C'est à toi, David. Bonsoir à toutes et à tous. Messieurs, bonsoir. Vous avez vaincu la malédiction d'époque. Vous allez nous parler de vos projets. Vos entreprises sont prêtes. Alors, on l'a vu, pour paraphraser Bill Gates et quelques autres qui ont repris la citation, on a souvent tendance à surestimer les ruptures technologiques à court terme et à les sous-estimer à long terme. Guillaume Leboucher, vous êtes CDO de DocaPost, c'est la filiale numérique du groupe La Poste, fondateur d'OpenValue, qui est un intégrateur d'intelligence artificielle et fondateur de la fondation IA pour l'école. Est-ce que vous pouvez nous présenter un projet concret qui a déjà passé la rampe et qui est déployé au sein d'entreprises comme la vôtre? Merci David. Alors effectivement, vous avez cité Bill Gates qui reprend souvent la phrase d'un chercheur du MIT qui s'appelle Roy Amala et qu'on appelle la loi d'Amala, qui dit souvent en technologie, et en particulier dans l'IA, on surestime à 2 ans et on sous-estime à 10 ans. C'est le charme des bonnes citations, il y a beaucoup d'auteurs en général. Voilà. Donc Roy Amala. Et qu'est-ce que ça démontre? La courbe de l'IA le démontre complètement aujourd'hui. Quand on regarde l'été qui s'est passé, l'IA générative a été un petit peu chahutée par les financiers qui espéraient beaucoup après la sortie de ChatGPT et de ces foundation models qu'on appelle l'IA générative. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu un été un peu difficile et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire. Alors aujourd'hui, on voit une IA en entreprise à 2 niveaux. La première IA, ça a été dit tout à l'heure, c'est l'IA prédictive. J'appelle ça aujourd'hui, moi, la vieille IA, parce qu'elle n'a que 10 ans, mais ça va tellement vite dans notre métier qu'il faut bien un petit peu donner des référentiels. Donc cette vieille IA, ça le permet de prédire un taux de vente dans un magasin, de prédire un taux d'attrition pour un site internet, de prédire une panne, de la fraude. Ça marche très très bien, à condition d'avoir des bons data scientists et des bonnes data. Ce qu'on appelle l'IA générative, donc cette GenAI, très connue grâce à ChatGPT, on vient de parler de Mistral, elle apporte effectivement cette automatisation et elle nous permet effectivement d'enclencher dans les processus d'entreprise. Il y a beaucoup de banques qui utilisent ça pour faire relier des bases de données, pour permettre mieux assembler les connaissances clients. Et cette IA générative, elle ne fait que monter en progression et apporter beaucoup. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on a un stade de l'IA qui est absolument incroyable. Moi, je dis souvent que les 2 vrais enjeux, c'est ce qui vient d'être dit, mais je le redis. Le premier, c'est la guerre des talents. Aujourd'hui, si on n'a pas de bons data scientists, même exactement, on appelle ça aujourd'hui les data engineers, les machine learning engineers, c'est un terme qui vient de la Silicon Valley, donc c'est des gens assez experts. C'est eux, en tant qu'experts, qui vont propulser l'IA au sein de l'entreprise. Et c'est véritablement l'enjeu de ces guerres des talents qui permettent justement de permettre cette industrialisation. On a tous fait d'époque, on essaye tous aujourd'hui de faire de l'industrialisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement comme il y a 20 ans avec les sites internet, où il y a 20 ans, tout le monde faisait son site internet dans son coin. Beaucoup de directions de la communication ont lancé leur site et ces sites-là étaient repris par les systèmes d'information. Aujourd'hui, l'IA en entreprise, c'est tout simplement de faire en sorte que l'IA, c'est un outil de l'entreprise. Et puis un terme que je n'ai pas encore beaucoup entendu ce soir, alors je vais aller prendre un verre d'eau tout à l'heure, mais c'est le terme machine learning. L'IA, c'est le terme un peu grand public, générique, mais derrière, on fait ce qu'on appelle du machine learning, dans l'apprentissage machine. On apprend à des modèles à apprendre des données. Et c'est marrant de voir aujourd'hui la sémantique, parce que
tout le monde parle de dire on met de l'intelligence dans les données. Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En revanche, c'est on devient intelligent quand on connaît bien ces données. Et donc, de manière très concrète, un groupe comme DocaPost a déjà déployé des solutions d'intelligence artificielle générative à destination de professionnels de santé. Alors exactement, on a lancé une application qui s'appelle Dalvia. Dalvia, c'est une application qui a été faite en co-réalisation avec des médecins et qui part d'un rêve, d'un vœu pieux de beaucoup de médecins, qui est de gagner du temps, notamment aux urgences, dans tout ce qui est dossier médical d'un patient. Vous savez que la vraie difficulté, il y a certainement des médecins dans la salle, c'est quand les gens sont hospitalisés ou rentrent dans des urgences, c'est de pouvoir synthétiser, automatiser le maximum d'informations. Et donc, à partir d'une IA générative, donc effectivement, on fait ça sur Mistral, donc on peut dire française, si on écoute Arthur. En fait, nos algorithmes permettent de synthétiser les données et d'apporter plus d'informations. Aujourd'hui, ça marche. On a un taux de succès qui est assez fiable parce qu'on arrive à plus de 99%. Alors, je ne cache pas qu'au début, on était un petit peu inquiet parce que l'algorithme donnait du Doliprane à tout le monde, donc du paracétamol, pardon. Mais on a corrigé ça et effectivement, c'est un outil vraiment bien accueilli par les utilisateurs. Alors, André Brunetière, vous êtes directeur de l'innovation de la Cegid. Cegid, c'est une solution de logiciel de gestion. Direction financière, comptabilité connaissent bien pour l'utiliser. Comment vous prenez en main les solutions d'intelligence artificielle et est-ce que vous avez des exemples concrets de déploiement, au moins un, à nous proposer? Oui, on va même en faire deux. Le premier, il existe déjà depuis un certain temps. Comme vous dites, on a de la vieille IA dans nos produits et notamment qui vise à transformer l'information qui est écrite sur un papier en une ligne d'information financière. Donc c'est quelque chose qu'on a développé au fil du temps en mélangeant ce qu'on appelle des moteurs de règles, du machine learning, etc. Et qui finalement, sur cette tâche qui a pendant longtemps constitué l'activité d'une direction comptable ou d'un expert comptable, totalement l'automatiser et exempter l'humain de cette tâche qui n'est pas super passionnante. Donc ça existe, c'est en production, la plupart des cabinets d'expertise comptable avec lesquels on travaille l'utilisent et ça change complètement le travail des collaborateurs. Et c'est là justement on est allé vers l'IA générative parce qu'une fois qu'on a enlevé ce travail, qu'est-ce qu'on peut proposer à faire aux collaborateurs qui crée de la valeur pour l'entreprise dans laquelle il est? Et on s'est rendu compte qu'au-delà d'exempter le collaborateur du travail, ça permet aussi d'avoir un traitement de l'information qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus instantané, et donc d'informer l'entreprise dont la comptabilité est gérée de sa réelle situation au jour le jour. Et avec des mécanismes de suggestion et d'analyse de situation que justement l'IA générative peut proposer. Donc ça, c'est ce qu'on vient de lancer sous un nom qui s'appelle Cegid Pulse et qui vise à donner le pouls d'une entreprise aux collaborateurs d'un cabinet ou aux collaborateurs d'une direction comptable pour qu'ils puissent alerter soit son client entreprise, soit sa direction opérationnelle au sein d'une entreprise pour une direction comptable. Donc voilà, c'est les deux exemples de choses qui sont déjà en production. Je voulais juste dire un mot sur les POC, parce que moi je crois qu'il faut en faire, et il ne faut pas avoir peur des POC qui font pchit, parce que c'est aussi avec cela qu'on apprend où est la vraie valeur, notamment sur l'IA générative, parce que l'illumination du premier jour, c'est-à-dire le chose, on s'en sert une fois, on trouve ça génial, mais on s'en sert plus jamais, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne pour vraiment découvrir les vrais usages utiles de l'IA générative. Alors je vais me tourner vers Guillaume Dedon. Vous êtes le CDO des Comdata, comme Digital. En tout cas, vous dirigez toute la sphère digitale de Somfy, qui est bien connue. Alors le nom est connu, mais parfois on peut avoir des doutes sur les métiers de Somfy, qui est de l'automatisation, tout ce qui est automatisable dans la maison, les volets roulants par exemple, et plus généralement la domotique. Comment vous incorporez l'IA dans ces métiers ancestraux? Oui, donc nous, depuis plusieurs années, on suit une feuille de route, on en a parlé juste avant, avec 3 axes. Le premier, c'est l'IA pour transformer nos métiers au cœur de nos fonctions, de nos organisations, être plus efficace, plus automatisé, plus fiable dans nos processus internes et nos métiers. Deuxième volet, la transformation de notre expérience client. Changer la manière dont on travaille de manière digitale et dont on collabore avec notre chaîne de valeur, nos industriels, les installateurs et les clients. Et troisième axe de cette transformation boostée par l'IA, la transformation de nos produits et de nos services, c'est-à-dire mettre l'IA au cœur de nos produits. Deux exemples peut-être. Premièrement,
Bien, l'utilisation aujourd'hui de l'IA dans la supply chain. Donc nous, on a aujourd'hui des modèles qu'on utilise en production, pas d'époque, des modèles utilisés par des équipes de planification qui permettent de comprendre toute la cascade depuis un composant électronique par un fournisseur à Taïwan, l'intégration de ce composant dans une carte électronique par un sous-traitant en Chine, qui lui-même expédiera cette carte pour une télécommande qui viendra dans un produit fini. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est de comprendre un peu comme si on avait des ressorts qui s'enchaînaient les uns aux autres. Quand un événement se produit, comment cet événement se cascade et se diffuse dans cette chaîne. Et aujourd'hui, grâce à l'IA, on a des mécanismes de prédiction et d'anticipation très sophistiqués et très fiables que nos équipes utilisent, premier exemple. Deuxième exemple, l'IA dans nos produits. Donc nous, aujourd'hui, on produit des moteurs, c'est la mécanique de l'ancien temps, mais nos moteurs sont connectés. Nos moteurs génèrent des datas et nos moteurs sont dotés d'un microcontrôleur, ce qui permet, grâce à des algorithmes, alors on peut parler de toute la gamme, algorithmes, IA prédictive et puis des options d'IA plus sophistiquées basées sur du machine learning, avec des algorithmes intelligents, j'appellerais ça, de mieux piloter toutes les ouvertures de votre maison, vos portes, vos volets, vos fenêtres, combinés à des analyses de l'ambiance thermique, plus des éléments liés au chauffage, et finalement d'optimiser le confort thermique et la consommation énergétique de votre maison. Donc un exemple où l'IA vient changer la proposition de valeur de nos produits et vient amener une innovation et un bénéfice nouveau et très différencié pour nos clients. Alors tout va pour le mieux au pays des IA, visiblement. Guillaume Le Boucher, tout à l'heure vous parliez des salariés et des talents comme le nerf de la guerre. Comment estimez-vous le degré de maturité? Alors dans votre entreprise, il doit être nickel, mais chez vos partenaires et plus généralement sur le marché européen où vous êtes implanté? Alors si je reste sur la question des talents, ça a été dit tout à l'heure et on peut le redire, en Europe et en France en particulier, on a des bons talents. La vraie question, c'est qu'on n'en a pas assez. Et donc, il faut saluer la création de toutes ces écoles autour de la data et l'IA. Docapos fait partie du groupe La Poste. On a créé une école de la data et l'IA en 2022 qui marche très bien. On forme des alternants. Et il faut savoir former. Le vrai enjeu aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'industrialisation et la question des talents. Et je le dis aussi, si on parle un petit peu des choses un petit peu qui fâchent, moi, je tiens à le dire, je sais qu'il y a beaucoup de dirigeants dans la salle, mais souvent, les dirigeants ne sont pas assez formés. Et la vraie difficulté des projets, souvent qui capotent, et des POC qui font cheat, c'est que les POC sont parfois donc, ce qu'on appelle du quick and dirty, donc pas tellement secs, mais ils ne sont pas très bien reçus dans l'entreprise, et notamment par le top management qui attend tout de suite un retour rapide. Et quand on fait de l'IA, on fait d'abord des mathématiques. Moi, je rappelle que faire de l'IA ou du machine learning, il y a toujours 3 composants, les données, les algorithmes. L'algorithmie, aujourd'hui, il faut comprendre la vision de l'algorithmie dans son entreprise, et puis la puissance machine. Et c'est souvent ça qui, je dirais, ce lien entre le top management et les équipes, où quelquefois, on attend des résultats trop rapides. Alors, les talents, il faut les payer. Comment vous recrutez chez vous, chez Cegid? Donc, en fait, il y a 2 aspects. Il y a les talents des gens qui font l'IA et il y a les talents des gens qui pensent aux usages qu'on va pouvoir proposer aux utilisateurs finaux avec ça. Donc, et c'est 2 compétences très différentes. C'est-à-dire les gens qui font l'IA doivent, comme vous venez de le dire, bien comprendre toute l'algorithmique, tout ce qu'il y a derrière ces logiques de modèles de langage pour vraiment en tirer à la fois le meilleur, mais savoir aussi en connaître les limites et pour ne pas proposer n'importe quoi à l'utilisateur au bout du compte. Mais celui qui pense l'usage, c'est un peu pour nous, on va appeler ça nos nouveaux UX. Les UX, avant, c'était les gens qui pensaient les écrans que l'utilisateur utilisait. Là, maintenant, il va penser l'expérience de l'utilisateur, qui a un écran opaque ou qu'il ait juste besoin de parler à son téléphone ou ce genre de choses. Et je pense que c'est extrêmement important parce que c'est vraiment là qu'on va réussir à révéler une valeur commercialisable, puisqu'on vend des produits, et donc qui crée elle-même de la valeur pour celui qui va l'utiliser. Et là aussi, c'est vraiment quelque chose où on commence à former à partir de gens qui connaissent les métiers, à partir de gens qui pensent avec un nouveau cerveau. Parce que je pense qu'il y a une chose qui est très importante aussi, c'est quand on parle de former les utilisateurs finaux, on peut certes un peu les former aux technologies d'IA, mais il faut surtout les apprendre à raisonner, discerner, critiquer ce que produit l'IA.
et en utilisant leur cerveau. Et je pense que là, il y a tout un pan de la formation qui va être à créer. Guillaume Dedon, comment vous animez votre marché, votre écosystème, et vous faites progresser également vos partenaires en la matière? Oui, donc le but du jeu est de pas travailler sur ces sujets tout seul. Donc il y a bien sûr l'élément de la formation, on en a parlé plusieurs fois. Pour nous, c'est important, on est dans des écosystèmes qui sont assez traditionnels, conservateurs, hein, les métiers de la mécanique, la personne qui vient installer vos volets roulants à la maison, ou bien l'industriel qui fabrique ces volets n'a pas forcément une sensibilité digitale. Donc voilà, donc c'est déjà un énorme travail de communication et au-delà de ça, un travail de formation et d'accompagnement. Il y a un peu un fossé générationnel à franchir, en tout cas dans notre cas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se faire accompagner de partenaires. Donc on a à nouveau, hein, on n'est pas seul. C'est de choisir des partenaires et des appuis. Alors ça peut être, on a parlé d'un certain nombre d'entreprises. Là, à nouveau, en tant qu'entreprise, on a un certain nombre de partenaires possibles. En tant qu'entreprise, on a le choix, là, dans ce cas-là, de partenaires européens, français ou de partenaires internationaux. Mais on a aujourd'hui quand même une richesse d'options qui est intéressante. Et puis après, c'est aussi de faire, on a aussi, nous, comme objectif d'éduquer nos clients, en fait, nos clients finaux. On a parlé tout à l'heure du risque et de savoir qu'aujourd'hui, en tant que consommateur, lorsque j'achète un produit connecté et un produit qui embarque de l'intelligence, quel que soit le degré d'intelligence, comment est-ce qu'on s'assure que nos consommateurs sachent, comprennent les risques, mais à l'inverse, comprennent la confiance qu'ils peuvent avoir dans leurs produits. Je redonne un exemple d'un produit qu'on a chez nous, qui est le verrou de porte connecté. Avant de remettre les clés de ma maison au sens propre à un verrou électronique qui est connecté et qui peut peut-être se commander à distance, nous, on a un travail pour réassurer les consommateurs de la confiance qu'ils peuvent mettre dans la technologie. Alors dans ce cas-là, c'est une technologie assez simple, mais au-delà de ça, avec l'évolution de nos moteurs, de la connectivité qu'on propose, c'est vraiment de réassurer en permanence les consommateurs de la confiance qu'ils peuvent mettre dans nos solutions. Voilà quelques exemples. Il nous reste 3 minutes, 1 minute chacun, pour nous dire quelle serait la bonne mesure à mettre en œuvre pour se lancer dans cette bataille pour les talents et pour l'IA. André. Je vais revenir dessus, c'est penser à quoi ça va servir, quelle valeur ça va apporter, et ensuite essayer de le démontrer en expérimentant. Guillaume, oui, moi je vais au-delà, il faut inventer des nouveaux métiers. Moi je dis toujours, je pense ne pas pouvoir aller assez vite si je me contente des métiers classiques de l'IT, du digital, mon architecte, mon expert sécurité, mon business analyst. Et pour pouvoir vraiment embrasser cette révolution de l'IA, j'ai besoin de nouveaux métiers. On a parlé, j'ai bien aimé la description qui a été faite du designer, de cas d'utilisation. Mais il y a un certain nombre de choses qui viennent avec l'IA et il faut qu'on puisse les appréhender de manière différente. Donc nous, on essaye maintenant de promouvoir un peu des nouveaux métiers. Alors c'est difficile parce que c'est parfois mal compris ou mal perçu, mais en tout cas, on pense que c'est ce qui est déterminant pour demain. Guillaume. Moi, j'adore le thème choisi par Rémi Godot ce soir, hein, le terme l'Odyssée de l'IA. Je crois que le vrai enjeu, c'est de construire sa propre Odyssée de l'IA. C'est certainement la plus grande technologie qui ait jamais été créée, pour 2 raisons. La première, parce que c'est une des technologies qui va le plus vite. Ça va plus vite que la blockchain. On verra à quelle vitesse il y a le quantique. Et la deuxième, c'est que de l'IA, on en aura partout. On en a dans nos vies personnelles. C'est le vrai sujet pour les enfants. Hein. La question des écrans, mais derrière les écrans, il y a de l'IA. On en a dans les organisations. On en a malheureusement dans les guerres. Et on en a dans l'entreprise. Et souvent, la question qu'on nous pose, c'est est-ce que l'IA va nous remplacer ? Moi, quand j'interviens dans l'entreprise, je dis écoutez, la vraie question, c'est pas de savoir si l'IA va nous remplacer, c'est de savoir que ceux qui font de l'IA vont remplacer ceux qui ne font pas d'IA. Donc, savoir vivre sa propre odyssée. Merci, messieurs, puisque nous sommes finalement tous des monsieur Jourdain de l'IA et que nous en faisons parfois sans même le savoir. Un mot d'ordre, innover, innover, il en restera toujours quelque chose. Merci à vous. Merci.